Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des rêves, des projets différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Karima Mana, écrivaine et infirmière. Bonjour Karima Mana. Bonjour Inda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir, vous êtes à la fois multicasquette et là on va apprendre à vous connaître à travers justement ma première question, votre parcours professionnel, parlez-nous-en. Alors mon parcours professionnel il est en fait il n'est pas linéaire du tout, c'est-à-dire que j'ai porté plusieurs casquettes, occupé plusieurs postes, puisque pendant des années j'ai eu des boulots, ce qu'on appelle un boulot alimentaire. Ouais, j'ai sûr. travaillé Beaucoup, hein, parce qu'il fallait, parce qu'il y a des factures, parce on que n'avait voilà, pas le choix. c'est ça. Donc je faisais ça, j'allais bosser, moi j'étais très bien, je veux dire j'avais pas de, voilà, j'avais pas plus d'aspiration que ça, j'ai toujours dit que j'étais pas une ambitieuse, je me suis toujours qualifiée comme ça, auto-qualifiée comme ça, je dis non moi ça va, je suis bien. Ça c'était au début. Ouais, c'était au début, c'était au début. Et puis après, avec les années et tout, ben voilà, j'ai eu besoin de sens. C'est-à-dire que j'avais un boulot qui était très bien, qui était sécure, qui était voilà, avec de bonnes conditions de travail et tout, mais ça n'avait pas de sens pour moi. C'est-à-dire je me levais, je faisais quelque chose de répétitif et tout, et j'avais besoin de sens, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Quand vous parlez de sens spirituel, sens métaphysique, dans quel sens justement? J'avais besoin de savoir. En fait, il y a beaucoup de... Je réponds un peu de manière détournée. Il y a le qui, quoi, comment, où, pourquoi. Ouais. Et moi, la première question, c'est pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi? La première question, et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment un principe de vie. Avant de prendre n'importe quelle décision, je vais toujours me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi je veux aller là-bas? Pourquoi je donne du temps à cette personne? Pourquoi? Et une fois que j'ai la réponse au pourquoi, après le comment je le trouve. C'est ça. Voilà. Ah oui, c'est ça le plus important. Alors donc, vous êtes aujourd'hui en quête de sens. Oui. Alors parlez-nous en profondeur justement de ces différentes casquettes. Vous êtes écrivaine mais vous êtes aussi infirmière. Oui, effectivement, j'ai fait mes études d'infirmière sur le tard, c'est-à-dire j'ai pas fait ça à post-bac, j'ai fait ça plusieurs années après. Et donc je me suis très rapidement dirigée, pendant même mes études d'infirmière, vers la psychiatrie, puisque j'ai fait plusieurs stages qui m'ont intéressée et tout. Et c'est le stage en psychiatrie qui m'avait vraiment interpellée, dans le sens où j'ai conscience qu'on est un corps, un physique, et on est aussi un psychisme. Donc cette identité psychique m'intéressait, et je trouve qu'en Occident, malheureusement, maintenant ça va un peu mieux ces dernières décennies et tout, et encore, quoique il y a encore des choses à faire, mais c'est vraiment, il faut soigner le psychique, oui. Des fois pour soigner le physique, oui, très souvent, c'est lié. Il y a une relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Hein. Aujourd'hui, il y a cette symbolique qui est mise en évidence, donc ça c'est vraiment une certitude. Hein. On peut pas mettre de côté justement l'esprit et le corps physique, ils sont liés, il faut qu'il y ait une harmonie. C'est vraiment ça, et c'est pour ça que la psychiatrie, étymologiquement parlant, ça veut dire le soin de l'âme. Et psychologie, c'est le soin du verbe, le logos. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours été intéressée par ça. Et donc voilà, je suis infirmière en psychiatrie. J'ai travaillé plusieurs années en tant qu'infirmière en santé mentale, donc avec des pathologies type... voilà, les névroses, les psychoses, ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, je travaille dans un centre qui accueille des personnes qui souffrent d'autisme. Et on appelle ça des autistes situation complexe. C'est-à-dire c'est des autistes qui, malheureusement, au niveau des structures qui sont proposées en France, elles peuvent se retrouver sans solution. Du fait de leurs troubles du comportement, du fait de leur pathologie. Est-ce que c'est agressif? C'est des comportements agressifs? C'est des comportements qui sont inadaptés. Donc ça peut s'exprimer par de l'agressivité, ça peut s'exprimer par une absence totale de la conscience de l'autre, de la conscience du cadre, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je travaille avec ce type de population, si on peut s'exprimer comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je travaille avec, voilà. Et c'est très riche. De toute façon, dans le soin, quand on soigne l'autre, quelque part, on reçoit et on se soigne aussi, parce qu'on est toujours dans un échange. Il y a toujours quelque chose de bilatéral. C'est jamais unilatéral. Ça nous parle souvent, des fois, de certaines expériences, certaines rencontres, que ce soit avec un autiste ou une autre personne qui est en souffrance psychologique ou psychiatrique. Des fois, il y a des mots, il y a des gestes
qui peuvent nous faire rappeler justement, puisque nous sommes en permanence en recherche de paix, d'amour, et surtout de guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes en permanence dans cette recherche-là. On est de toute façon, effectivement, moi je crois très fort au triptyque, donc le corps, l'âme et l'esprit. Vraiment, c'est vraiment ça, j'ai conscience de ces 3 aspects de ma personnalité-là et j'ai envie de prendre soin des 3. Ouais, voilà. Sûr, et effectivement, quand je suis en interaction avec l'autre, de toute façon, j'aime mon métier et l'écriture est aussi une forme d'interaction que j'ai. De toute façon, c'est la relation à l'autre. C'est je rentre en relation avec l'autre, j'essaie d'échanger, je prends ce qu'il a à me donner aussi et il y a quelque chose qui se co-construit. Qu'est-ce qui sort le plus de cette expérience auprès des autistes? Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a énormément de choses. Le monde tel qu'il est, le monde dans lequel on vit, tel qu'on a appris, les codes qu'on a et tout, ne sont pas ceux que la personne qui souffre d'autisme a. Ouais. Donc ce qui va être banal pour moi va être exceptionnel pour lui ou elle. Et ce qui va être exceptionnel pour moi ou hors norme ou autre va être d'une banalité folle pour la personne en face. Et ça casse les codes en fait. Il y a aussi autre chose qui m'a été renvoyée par rapport à mon métier d'infirmière, c'est que je trouve que la société, effectivement, elle est trop dans... Ça n'engage que moi. Elle est trop dans l'uniformité. Il faut qu'on soit tous pareils. Oui, qu'on est tous... vrai. Dans les mêmes cases. Qu'on soit dans des cases, déjà. Déjà, ça pose question. Pourquoi on est censé être dans des voilà, cases? Exactement. Déjà, ça. Et ensuite, il faudrait qu'on ait limite les mêmes rêves. C'est fou quand on parle... Je veux dire, il suffit de se balader sur Instagram, on est censé tous rêver de soleil, de plage, de ci, de ça. Mais pas du tout. On peut avoir les rêves qu'on a. Et déjà, la base, c'est de rêver grand. Je veux dire, les gens rêvent petit, je trouve, parce que rêver de voyage, rêver de ci, de ça, c'est petit. Oui, voilà. C'est faisable, on peut voyager. Voilà, quand je dis petit, je veux dire, là, je vais me faire un sentier, c'est pas dans le sens, c'est pas un jugement de valeur, je dis juste... Non, je comprends. Il faut pouvoir rêver grand, en fait, c'est ça. Rêver de devenir président de la République, rêver de devenir princesse. C'est vraiment ça. Mais voilà, il faut rêver, bien sûr. Rêver de découvrir un remède, rêver de changer la vie, de changer sa vie et celle des autres. C'est voilà, des grands rêves. Voilà. C'est voilà, comme le dit l'adage, tu vises la lune et à minima, tu tombes dans les étoiles. C'est beau ça. C'est pas de moi. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est vrai que justement, le fait de travailler, vous travaillez dans le milieu psychiatrique, c'est un milieu qui est très dur aussi. Hein. Très très dur, parce que de voir la souffrance humaine, il faut savoir se protéger aussi. Ça aussi c'est important. Hein. On appelle ça en fait, ça on l'apprend dès la formation, on doit être dans la... Il y a 2 formules, juste distance ou juste proxémie. C'est-à-dire que voilà, il faut savoir se préserver, il faut savoir se protéger. Et c'est pour ça qu'on parle d'empathie, parce que l'empathie, c'est prendre le cadre de référence de l'autre. C'est une définition, je ne sais plus c'est quel auteur qui dit ça. Je prends le cadre de référence de l'autre comme si c'était le mien, mais sans jamais oublier le comme si. C'est ça, exactement. Oui. Voilà, pour ne pas faire de transfert. Voilà, c'est-à-dire que c'est sa vie, ce n'est pas ma vie, mais je suis là pour être dans la bienveillance et l'empathie. Je suis dans l'acceptation inconditionnelle de qui tu es, je suis dans l'écoute et je suis dans l'empathie, mais c'est toi en fait, c'est ton parcours de vie, c'est ta souffrance. Et effectivement, la psychiatrie, mais comme tous les domaines de soins, ça peut être très compliqué, très dur. Mais la santé mentale, effectivement, est extrêmement mise à mal dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des injonctions paradoxales, il y a des messages qu'on pourrait dire dichotomiques, c'est-à-dire que voilà, accepte-toi comme tu es, mais sois mince, apprends à vieillir, mais reste jeune, voilà, ce genre de choses. Consomme, mais thésaurise, voilà, c'est fou quoi. Très paradoxal. Société paradoxale. Hein. C'est vraiment Société, on parlait de schizophrène, un peu, où on ne sait plus où on va. C'est vraiment ça. Hein, le blanc, le noir, le bien, le mal, on ne sait plus en fait, en réalité. C'est ça. Et cette volonté de mettre les gens dans des cases, ça me pose aussi problème parce que justement, vous parliez du blanc et du noir, pardon, c'est une habitude. Vous parliez du blanc et du noir et le monde n'est pas blanc ou noir. Mais ouais. En fait, il n'est que nuance. C'est ça. Et les gens, c'est pareil. Mais c'est important justement, en fait, il faut avoir un autre regard. Il y a toujours cette image de acteur-spectateur. Si je suis actrice, et que je vis une situation traumatisante, donc je vais être dans la souffrance. Si je suis spectatrice, je regarde en fait avec un autre plan de vue. Et donc dans ce cas-là,
je regarde, je prends conscience et j'essaye d'en sortir le positif de ce négatif-là. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile. Hein. Mais disons, travailler sur soi, là vous parlez en tant que professionnel ou en tant que patient? En tant que patient, là, je parle. En tant que patient, travailler sur ça, sur soi, effectivement, enfin, moi je dirais que ça serait donné à tout le monde, mais il faut être accompagné. Et il faut une prise de conscience aussi. Oui, oui. Parce que parfois, on n'a pas cette prise de conscience. Oui. Ouais, des fois, on est dans le déni. Dans beaucoup de cas, on est tellement ancré dans un fonctionnement ou dans une souffrance. On dit qu'on s'habitue à tout. Et effectivement, l'être humain peut s'habituer au pire. Et c'est le fait de prendre de la distance ou d'impliquer un tiers dans une relation, même la relation à soi. C'est-à-dire quand on va voir un psychologue, il fait tiers en fait, avec soi. C'est-à-dire, voilà, il nous renvoie quelque chose. Donc, c'est la distance. C'est important pour essayer de s'élever, pour essayer comment on dit ça? Je cherche mes mots. Par rapport aux événements, de relativiser. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, on parle de résilience aussi. La résilience. La résilience, c'est un concept qui a été développé, initié par Boris Cyrulnik. Et en fait, la définition qu'il donne de la résilience, c'est l'art de naviguer entre les flots. Ah ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut naviguer entre les flots, entre les événements, les rencontres et tout. C'est-à-dire, et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que il y a aussi un autre un penseur contemporain, j'aime beaucoup, c'est Nassim Nicolas Taleb. Il parle de l'antifragilité. Et je kiffe ce concept en fait. Parce qu'en fait, il explique que le contraire de la fragilité, c'est pas la résistance, c'est l'antifragilité. Et l'image qu'il donne, c'est que voilà, il va prendre un moineau. Un moineau, il est fragile. Un moineau, il se prend un coup, voilà, il tombe. Ouais. Voilà. Le phénix est résistant, mais juste résistant. C'est-à-dire que le phénix, on va le tuer, il va renaître de ses cendres, mais il va renaître pareil. Et l'antifragile, ça va être l'hydre. L'hydre, c'est une créature mythologique. On lui coupe une tête, elle en a deux qui sortent. C'est-à-dire l'hydre, et ça, c'est ce qu'on doit viser en tant que dans un parcours de vie. C'est-à-dire, je veux être comme une hydre. C'est-à-dire que les coups, non seulement ne vont pas m'affaiblir, mais ils vont me renforcer. Je vais me nourrir des coups. C'est ça. C'est ça, en fait, faire du négatif quelque chose de positif et une force, grandir grâce à ça. Se nourrir, limite. Se nourrir de l'épreuve. C'est intéressant. Et vous, en tant qu'écrivaine, justement, hein, vous utilisez les mots dans vos écrits pour permettre de retrouver cette force, cette niaque. Parce que vous êtes aussi une militante. Hein. Oui, effectivement, j'ai aussi une casquette de militante et c'est parce que militante que je me suis mise à écrire. Parce qu'en fait, j'ai vu que dans le cadre de mon militantisme, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup battu le pavé, j'ai été gazée, les manifestations, voilà, c'est plusieurs. Alors, on va pas, je veux dire, voilà, que ce soit gilet jaune, que ce soit anti-pass sanitaire, que ce soit la sécurité globale, que ce soit l'islamophobie, voilà. Donc j'ai beaucoup essayé d'exprimer. Le fait que j'étais contre ce qu'il se passait. Et finalement, un jour, j'ai pris mon stylo et j'ai dit, allez, vas-y, go. C'est la meilleure action. Ça va, voilà. Je peux peut-être atteindre des gens ou essayer d'exprimer et de toucher des âmes. En fait, c'est quelque chose de fort parce que la culture, utiliser la culture pour arriver justement à transmettre votre message sans pour autant vous faire gazer, quoi. C'est bien. Et au moins, il y a du concret. Ça pique moins. Ah, ça pique parce moins. que les gaz lacrymaux, ça pique pas que les yeux. Il y a la peau aussi. Oui, pendant bien sûr, voilà, bien sûr, ça pique partout. Donc c'est sûr que là, l'écriture pour vous, c'est vraiment quelque chose de puissant. Disons que je n'écris pas de manière superficielle et sans jugement par rapport à d'autres personnes qui écrivent. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas encore appris à écrire sans donner de moi. Oui, je comprends. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment c'est vous. Voilà, c'est moi. Vous mettez à nu. Voilà, c'est moi et ce que j'ai pu ressentir, moi et ce que je pense, et moi et l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que vous avez écrit Ombre et lumière en poésie, hein, donc on peut regarder. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de poésie, mais il y a aussi beaucoup de moments forts. Et j'aime bien, je tombe sur Aime-toi, toi-même. Ah oui, oui. Hein, c'est beau ça. Hein. C'est un très beau poème d'ailleurs. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter Ombre et lumière en poésie, Karima Mana. Vous trouvez ça, je pense, sur le site la maison d'édition. Ouais. Ou la FNAC, d'autres sites. Donc, édition Goutte d'étoiles. Voilà. Ou sur mon site karima-mana.com.
Voilà, Mana, 2 A hein, à la fin. M-A-N-A. J'aime bien le mot. En plus, vous avez choisi aussi, ou c'est peut-être votre maison d'édition qui vous a choisi, l'étoile, les étoiles. Vous avez envie de toucher les étoiles. Hein, comme quoi, on s'est choisi mutuellement. Synchronicité, encore une fois. Oui, c'est vrai. Beaucoup de synchronicité. C'est vrai que j'aime beaucoup le nom de cette maison d'édition, Goutte d'étoiles. Oui. Voilà. Si vous avez un mot, parce que c'est vrai que c'est la fin de l'émission, ça passe tellement vite. Il y a tellement de choses à dire. Si vous avez un mot à dire à ceux qui nous regardent, ce serait lequel? Alors, pour vivre leurs rêves, puisque vous vivez vos rêves, à la fois l'écriture, et vous êtes une passionnée, donc ce serait lesquels? Alors, si je pouvais dire un mot ou une petite formule, ce serait de rêver grand, toujours rêver grand, et de toujours se poser la question du pourquoi. Quelle que soit la situation qu'on traverse, à laquelle on est confronté, déjà si on est confronté, on peut la dépasser. Et si on a un projet, toujours se demander le pourquoi, parce qu'une fois qu'on trouve le pourquoi, c'est ce que j'ai dit en début d'interview, quand on a le pourquoi, le comment, on va se démerder pour l'avoir. On va se débrouiller, on va le sortir des entrailles de la terre, on va le cueillir sur la cime des arbres ou des montagnes. Voilà, quand on a le pourquoi, c'est un moteur en fait. C'est ça, exactement. Voilà, je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais voilà, c'est un très beau mot en tout cas de la fin. Donc n'oubliez pas, Ombre et Lumière en poésie, Karima Mana. Le parcours d'une militante pour les droits humains, le parcours d'une passionnée, d'une soignante qui aime son métier et surtout qui aime utiliser les mots afin de toucher nos âmes, nos cœurs. Donc je vous dis à très bientôt. Merci encore hein, Karima. Je vous dis à très bientôt et pour une prochaine émission interview. Au revoir à tous.